N'oublie jamais une chose, c'est que sur YouTube, les gens attendent une seule chose une fois qu'ils ont cliqué sur la vidéo, c'est une bonne raison de se casser de ta vidéo. Les gens n'en ont rien à foutre de toi. Un cas d'un salarié qui, sur son temps de travail, nous concurrençait en recopiant nos propres sites qu'on avait. Ça dégage instantanément. Je connaissais des gens qui en vendaient en boucle et c'était juste poussé par des réseaux de PBN. Une fois que c'était vendu, ils coupaient les liens, ils relançaient et en boucle, Ça, comme c'est vraiment des connards pour le coup. Mieux vaut prendre une petite part d'un gros gâteau qu'une grosse part d'un petit gâteau. Vous avez 100 balles. Jusqu'à où vous pensez pouvoir les faire fructifier avec le business de votre choix en 365 jours? Sur un an, je dis 30 000. Tu transformes 100 balles en 30 000? Bah oui, ouais. bon, en tout, mais on sait ce Largement. qu'il ferait en plus. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizards Podcast. Aujourd'hui, comme d'habitude, je me retrouve avec Franck et Anthony et cet épisode est dédié à nos réponses à vos questions. Assez régulièrement, c'est devenu l'un des concepts un peu récurrents de la chaîne. On vous propose de nous poser des questions sur les sujets qui vous intéressent autour du business web, en l'occurrence, et on se fait un plaisir d'y répondre dans un épisode. Donc celui-ci est un épisode de réponse à vos questions et on va pouvoir commencer directement. Avant de commencer, je vais le faire très court, mais vous avez en description une petite formation gratuite sur la vente de liens pour ceux qui veulent découvrir cet univers et ce moyen relativement accessible et facile de faire de l'argent en ligne. La deuxième chose, c'est qu'on vous invite dès maintenant à mettre un petit commentaire, un petit like à cet épisode potentiellement, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, les petites étoiles sur les plateformes d'écoute, et on peut commencer. Franck, je te laisse nous poser la première question. Allez, alors c'est une question d'Alexandre qui nous demande, je me lance dans la vente de liens, combien de sites je peux lancer en même temps pour optimiser les résultats? En sachant que ce sera ma seule source de revenus. J'ai une réponse toute faite, mais Ouais, tu allais dire ça dépend, Franck. non, bah, j'allais dire ça dépend, de sa capacité à gérer combien de sites il Ouais. est capable de gérer et de les gérer bien, quoi. Mais je pense que la vente de liens, si j'étais toi, si j'étais un débutant en vente de liens, en réalité, je pense que je monterais un domaine neuf, parce que ça vous donne une certaine maîtrise de ce que vous essayez, de ce que vous testez, de ce que vous faites, et vous pouvez avoir un domaine, du coup, qui n'a pas été exploité, qui ne sera pas un frein, en fait, pour l'évolution potentielle du site. Parce que si vous n'avez pas de chance et que vous achetez, par exemple, 2, 3, 4 domaines expirés d'un coup pour lancer des sites de vente de liens, vous avez une chance que chacun de ces noms de domaine ne repartent pas, parce que justement, il y a un espèce d'historique derrière qui n'est pas aussi bon que... Ce serait vraiment pas de chance en vrai, hein. Tu Ça en serait pas de achètes chance, 4 et les mais 4 ils repartent pas, c'est que tu sais pas acheter des noms de domaine expirés, hein, en surtout, hein. effet, mais quand on débute, généralement, c'est compliqué de les acheter, même Après, si il a pour le pas dit coup, qu'il vous était avez, débutant, hein. Moi, je le comprends pas dans la question comme si c'était un débutant. mmh. Mais du coup, moi, ce que je ferais à ta place, Alexandre, c'est que je pense que je relancerai un domaine neuf sur une thématique, rentable en vente de liens. Là encore, pour ceux qui se demandent, en description, la formation comprend ce genre d'infos, et ensuite vous avez, et puis après, en effet, acheter, quelques expirés. Mais combien de sites? Bah, ça, en effet, ça va dépendre de combien tu peux en gérer, mais en vente de liens, je dirais que si tu fais vraiment que ça, commencer avec, 5 sites, c'est pas mal en vrai. Et puis après, tu vois un peu comment déjà ça se passe avec tes 5 sites, si tu arrives à les alimenter en contenu correctement, si ça te prend pas trop de temps, et puis si tu vois que c'est OK, mets en place tes propres process aussi, et puis à terme, tu peux scaler à partir de là et augmenter le nombre de sites, Ouais, clairement. Mais, pour progressivement. moi, si tu fais ça à temps plein, en avoir une dizaine, c'est tout à fait possible, hein, pour quelqu'un qui ferait que ça, quoi. Ouais. Au moins une dizaine et d'ailleurs En ça plus, je vois split pas au risque. vraiment. Si t'as temps plein dessus, t'as pas tant de temps que ça à faire au final. Non, parce que, en fait, quand Ça tu as dépend de ce que tu construit fais et comment tu le fais, quoi. Mmh. bon, tu prends un Squash et d'ailleurs, petit, lien, mais si vous faites, avec le code Wizard, vous avez 15 de réduction, je crois, sur l'achat de vos crédits, et il y a un lien en description. Et avec Squatch, par exemple, tu peux clairement automatiser sur des concurrents, ça récupère leur flux RSS, ça fait les mêmes articles au même moment et en fait, tu fais du volume d'articles comme ça et quand tu automatises, ça va pas être les sites de la meilleure qualité du coup, parce que ça Mmh. sera, full auto. Après, c'est à toi de voir ou alors, en tout cas, en rédaction pure d'articles où tu vas juste se faire un petit coup à la main, derrière pour, nettoyer un peu, peut-être les paternia qui ressortent ou des trucs comme ça, parce qu'il y en a parfois. Hem
tu passes pas un temps fou non plus, dessus, hein, et tu peux vraiment, ouais, Mmh. vraiment, développer un petit réseau de sites, assez rapidement pour la vente de liens, et l'idéal, c'est de mon point de vue d'ailleurs, c'est de monter des grappes par thématique. C'est par exemple, on sait que la niche immobilier en vente de liens, fonctionne bien, et ben, c'est pas de faire un site immobilier, c'est d'en faire 5. Comme ça, quand tu as quelqu'un qui t'achète un lien, tu peux, par exemple, en message privé, sur, iRéféreur, dire, «Merci pour votre achat et d'ailleurs sur iRéféreur, vous pourrez trouver mes autres sites qui sont également cela, 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 cela», et Mmh. en fait, eux, ils se cassent pas la tête, ça leur permet d'acheter plus rapidement, de savoir que voilà, de ne pas avoir à faire un tri et des trucs comme ça. Il y en a pas mal qui fonctionnent comme ça et ça marche bien. Question suivante, une question de Hélène qui dit: «Bonjour, SEMrush reconnaît de plus en plus mal les redirections de domaines entiers. Cela réduit les RD visibles sur mes sites, ce qui rend mes sites de vente de liens moins attractifs. Avez-vous une parade? Et merci pour vos podcasts». Il y a une Non. parade, mais elle est dans la Wizard Academy et pour le coup, on la donnera pas en clair comme ça. C'est un des élèves qui l'a trouvé en plus, donc voilà. Pour avoir discuté avec quelques personnes cependant, il y en a pour qui c'est revenu tout seul, au bout d'un moment. Donc soit c'était un bug, soit je sais pas ce que c'était, mais il y en a pour qui c'est revenu tout seul. Donc voilà. Après, pas de parade, particulier, à part si vous avez un truc, qui vous vient en tête, Non. mais Non. OK. Autre question de Ludo qui nous dit: «On voit bien avec vos podcasts qu'il faut charbonner pour percer sur Google. Comment un artisan ou un agriculteur qui peut se donner une demi-journée par semaine peut faire pour dynamiser sa vente directe via son propre site internet?» Bah, en local, t'as pas besoin de charbonner de ouf, hein. Ouais, Vas-y, Anto, envoie. Bah, déjà, tu fais Google My Business, quelques citations sur des sites de mairie ou des choses comme ça qui ont un rapport avec ta ville, ton site, normalement, sans backlink, il rank, juste avec ça. Donc, en vrai, c'est pas si difficile que ça. Sur du local, c'est pas si compliqué. Il faut juste, en fait, dans le local, c'est pas le backlink qui rentre en compte, c'est que les gens citent, enfin des sites, qui sont dans ta région te citent toi-même, mais par exemple, la ferme de machin à telle adresse. Enfin, c'est pas vraiment le backlink, c'est plus de la citation qui fait ranker en local. OK. Voilà. Et est-ce que, du coup, si toi, demain, tu es, artisan sur une thématique comme ça et tu as vraiment tu une demi-journée par jour, qu'est-ce que tu fais par semaine, concrètement, par semaine, pardon, par semaine? Bah, je commence Google My Business, je fais, mon site classique, je fais les petites villes aux alentours et après j'essaie de contacter des associations, je pense, dans l'agriculture ou des choses comme ça, pour avoir des annuaires, enfin des liens, Mmh. un peu naturels, pas très loin de chez moi et en vrai, tu en as pas besoin de beaucoup, hein, 10 ça suffit largement, hein. OK, et quand tu dis que tu commences, Google My Business, c'est que tu vas créer une fiche Google My Ouais. Business pour chaque ville environnante? Non, non, juste une seule, parce que tu Une vas te seule? faire bannir sinon. OK. Sauf si tu peux, mais dans ces cas-là, prends le compte de ta mère ou des choses comme ça, quoi, pour éviter que tout soit, relié à la même personne. OK. tu des trucs, si jamais je rajouterais bien un petit truc, sauf si Arthur tu Vas-y, vas-y, rajoute, rajoute. La base, hein, évidemment de ton site doit être, correcte. Anto, il l'a dit, mais c'est ton petit site que tu fais. Évidemment, tu vas marquer, le nom de ta ferme ou de ton enfin de ton entreprise, avec le nom de ta ville, avec ce que tu vends. Donc je sais pas, tu es, maraîcher, bah, ça va être, maraîcher, la ferme machin à, le nom de ta ville. Heu et ensuite, un peu, comme le disait Anto, mais tu peux même pousser ça encore plus que d'aller voir des associations, ta mairie et tout ça. Tu peux faire une sorte de micro-campagne de relations presse. Faut se dire que les journalistes Ouais, locaux, c'est ils vrai, ont ouais. pas grand-chose à raconter. Donc en fait, tu les contactes. Suffit que dans l'année, par exemple, tu organises, une journée découverte pour que les enfants découvrent, la permaculture dans ta ferme, par exemple. Tu organises ça. Tu fais une petite page, de ça, en gros, par exemple, la homepage de ton site, tu as un petit encart en haut qui dit voilà, le 5 octobre, journée, pour les enfants pour découvrir la permaculture. Tu prépares ça évidemment en amont et quelques semaines avant, tu contactes les médias locaux, même, tu vois, départemental et tout ça. Tu les contactes en disant: «Bah, voilà, nous, on est une petite ferme, on essaye de faire les choses bien, on fait de la permaculture,
on pense que c'est intéressant que les gens soient au courant que tout ça existe et que les enfants soient conscients de ça. Tu leur pré-mâches le travail en leur expliquant vraiment tes valeurs, tes trucs et tout. Ils ont plus qu'à synthétiser les informations que tu leur as données et c'est quasi sûr, tu peux avoir des articles sur leur site, mais tu peux aussi avoir des articles, par exemple, dans un journal, ce qui fait que les gens vont, par exemple, taper le nom de ta ferme, des trucs comme Mmh. ça et tout ça, c'est que du très positif. Donc en local comme ça, en une demi-journée, par semaine, Ouais, tu as largement le tu temps. as largement le temps de faire des choses comme ça et en fait, on est trop matrixé par le SEO, parfois, de se dire, enfin des trucs, ultra compliqués, alors qu'il y a un moment, retourner à l'humain comme ça en local, ça fonctionne très bien, Ouais, quoi. tu vois, tu me faisais penser quand tu disais ça, tu peux très bien faire, par exemple, un panier garni pour les lotos de village et tout, et tu Ouais. repris sur les sites et puis voilà. En vrai, il suffit vraiment, en local, c'est que du backlink local qu'il faut. C'est, vraiment, que ça. Mmh. Et ce que tu disais, Anto, quand tu disais de focus les petites villes alentours, c'est aussi potentiellement pour Ludo d'aller créer des pages qui ont vocation à se positionner sur les petites villes Ouais, alentours, du coup, c'est sur son ça, ouais. propre site. Ouais. Et donc d'avoir Ludo, je sais pas à quel point depuis combien de temps tu nous suis et tout, mais un maillage interne cohérent qui va Mmh. aider Google à naviguer sur son site et à aller constater que tu es présent sur telle et telle commune et pouvoir assez rapidement te positionner. Et si jamais, moi, ce que je te conseille, c'est de vérifier avec des outils de monitoring. Je pense notamment à Serprobot, Serple. Je crois qu'il y en a en français, je les ai jamais utilisés, donc je sais plus lesquels c'est. Mais, enfin, des outils qui vont te permettre de savoir où est-ce que tu es positionné, comment tu es positionné par rapport à tes concurrents sur la même ville, les mêmes communes, etc. Et à partir de là, tu peux justement aussi adapter un peu ton travail et tes efforts. Mais je rejoins Franck quand il dit qu'une demi-journée par semaine, franchement, c'est déjà très bien. Donc voilà. Question suivante de Blême qui nous dit: «Est-ce que vous faites de l'obfuscation? Et si oui, comment vous le faites et avec quel plugin pour les menus, footers et tout ça?» Assez rarement, et au niveau du plugin, je me souviens plus. Est-ce que tu as vu une différence? Parce que moi, je sais que sur certains sites, j'avais essayé d'enlever les mentions légales et tout, sur les pages, bah, toutes les pages sauf la home, en fait, et j'ai pas vu de différence, Non, non, mais moi, quand vraiment, en fait, quand je pense aux offuscations, c'est plus clocking, notamment des liens affiliés, des trucs comme ça, quoi. Bah, là, je pense mmh, que lui, c'est pas ça. C'est C'est vraiment le menu, l'obfuscation, menu, footer et tout ça. Je pense que ça, c'est valable quand tu as un uniquement sur site des méga trucs, quoi. gigantesque. Ouais, c'est Ouais. ça. Quand tu as des centaines de milliers de pages et que tu as besoin de faire les choses bien, mais si tu as un site qui a 1000 pages, franchement, je sais, c'est du micro détail. Je pense qu'il y a d'autres choses à faire Ouais. que de faire ça avant d'aller faire ça. Si vraiment tu as absolument tout fait et que tu penses que c'est le seul truc qui pourrait faire la différence, tu peux le faire. Mais moi, par exemple, je trouve que offusquer ces mentions légales ou les trucs comme ça, je suis pas sûr de l'intérêt, Mmh. D'ailleurs, de plus en plus, en fait, on devient partisan de même plus mettre les choses en nofollow, d'en fait, mmh, d'être, Bah, de faire le truc de simple, en laisser fait. Google, voir ce qu'il a à Ouais. voir, quoi. Mmh. et une deuxième question, est-ce que vous utilisez des Google Sheets ou autre chose pour gérer votre cocon sémantique et maillage interne? Alors pour le cocon sémantique, moi j'utilise un outil que je vous recommande, c'est un GPT, donc pour tous ceux qui sont familiers un peu avec les GPT de ChatGPT, qui a été construit par Vincent Terrazi, je crois. Et ce qu'on fera, c'est que, étant donné que le podcast, on le recorde un peu avant, le premier qui a besoin de ce GPT, vous le mettez en commentaire, vous me le rappelez, je le rajouterai dans la description. Je préfère vous le dire comme ça parce que la réalité, c'est que j'aurais oublié de le mettre dans la description. Mais c'est un GPT qui s'appelle Inspiration Cocon V2, et que je sais que certaines personnes de mon entourage utilisent et que j'ai moi-même utilisé récemment pour faire un cocon pour Lucide, là, justement. Et en fait, ce qui est intéressant avec ça, c'est que tu vas lui donner de la data en entrée. Donc, par exemple, tu peux tout à fait aller faire un export de ta Google Search Console et récupérer cet export, le mettre sur le GPT et lui dire: «Aide-moi à faire un cocon cohérent», directement. Et l'avantage de ce truc-là, c'est que derrière, il va te donner des mots-clés. Alors évidemment, ça reste de l'IA, donc c'est-à-dire que derrière, ce que je t'invite à faire, c'est aller vérifier notamment qu'il n'y ait pas de mots-clés qui se cannibalisent, de faire le travail en amont pour être sûr que ton cocon final est pertinent et efficace.
Mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je le fais. Donc, j'utilise pas nécessairement Google Sheet pour les cocons. Généralement, j'utilise une mind map personnellement. Donc, plus, moi, je suis utilisateur de MindMeister pour ceux qui vont se demander quel outil j'utilise, qui permet de faire des mind maps. Et le dernier cocon en date, justement, c'est via une mind map. Et pour le maillage interne, je t'avoue que pour le moment, j'ai pas encore passé le genre de truc. Ouais, généralement, ça peut être sur Google Sheet ou pareil sur la mind map, mais je pense que Franck, tu seras plus pertinent à répondre à ça Moi, parce mon que maillage interne, je le fais dans ta tête. Feeling. au feeling. Ah ouais. C'est-à-dire que pour chaque article, je sais à peu près mes articles où je fais un site de points de mon propre site en regardant et les trucs en rapport. Sauf que moi, mes sites, en fait, sont toujours faits avec des structures qui fait que je retrouve facilement quoi va avec quoi. Et du coup, full le maillage interne est fait au feeling. Je connais mes pages que je veux pousser. Même quand c'est des sites avec plusieurs centaines de pages, je sais ce que je veux pousser, en fait. Et c'est mis dans toutes les pages potentielles. Et après, tous les liens internes, genre Murphy, Fifi ou des trucs comme ça, ça, franchement, c'est un peu random. Je mets une dizaine de liens internes par page en fonction de la taille de mon contenu, mais voilà. Et full feeling. Et tu passes Euh, du temps à faire des updates de maillage interne? ouais, ouais. Ok. À Si, faire quoi, tu dis? si j'ai un Bah, tu sais, nouvel repasser article, sur les contenus et tout. Ah ouais. ouais, bah, à chaque fois que j'ai un nouvel article qui pop dans une catégorie, je sais à peu près mes pages, mes 5 ou 10 pages dans lesquelles il faudrait que je fasse Ok. du lien Ouais, interne. t'arrives à savoir Je les exactement rouvre. d'où tu parles du truc et tout. Ouais, il y a des sites, enfin mes sites, je les connais quand même bien. Ok. Vu qu'il y a encore beaucoup de trucs que je fais en mode artisanal, trucs à la main et tout, en fait, je sais Hmm. à peu près ce que je fais. Et au pire, si je loupe une page ou deux, bah, je le vois, même si c'est 2 mois après, je le rajoute après le lien. Hmm. Mais à chaque fois que j'ai des nouveaux articles qui pop, il y a du lien interne qui est rajouté dans les anciennes pages qui sont en rapport. Et pour le petit tool de mind map que j'utilise, mais ça, moi, je l'utilise que à la construction d'un site, j'utilise Miro, moi, en l'occurrence, qui est un concurrent de MindMaster qu'utilise Arthur. C'est Et exactement qui est pareil. gratuit? Qui est gratuit, ouais. Qui est gratuit si tu en fais un ou deux trucs. En fait, à chaque fois, je supprime les anciens projets et je fais ça. Parce que moi, je paye, je crois. Ok. Pour un truc pas forcément mieux. Je ferais peut-être bien de passer sur Miro, d'ailleurs. Question de Bertrand qui nous troll. C'est quoi l'URL de vos sites qui marche le mieux, s'il vous plaît? Vas-y, Du Anto. coup, Anto, tu peux envoyer. Non, bon Euh, petit troll. Et d'ailleurs, Blême nous disait aussi: «Merci encore pour, ces podcasts de dingue, ne vous arrêtez jamais par pitié». Eh bien écoute, Merci, merci Blâme. et c'est pas, on n'a pas prévu d'arrêter, de Ah si peu. non, ouais. Hem, alors, on a une question de Alcar qui dit: «Je souhaite me lancer en parallèle de mon activité de salarié. Je n'ai pas prévu d'en informer mon employeur, mais je pense qu'à un moment ou un autre, celui-ci va tomber soit sur l'un de mes contenus ou alors sur mon ou mes sites. Cette situation vous a déjà posé problème?» Alors nous, on n'était pas salariés, donc on a la vision de l'autre côté. En tant qu'employeur, on a eu un cas, on a déjà raconté l'anecdote, un cas d'un salarié qui, sur son temps de travail, nous concurrençait en recopiant nos propres sites qu'on avait. Donc ça, évidemment, ça dégage instantanément. Dans tous les cas, aller concurrencer ton employeur, sur le même secteur, je trouve ça border. Sauf si c'est un deal que tu enfin, sauf si tu en as déjà parlé avec lui, au début. Et c'est pas une histoire de légalité, je pense, c'est juste, une histoire est-ce que Bon sens. de bon sens, ouais, voilà. Heu, Personnellement, je le ferais pas. Et si tu considères que ton employeur peut tomber sur ton site, c'est que j'imagine que tu vas aller sur le même secteur. Donc voilà. Par contre, si, ton employeur, je sais pas, tu bosses, dans le domaine des panneaux solaires et que tu veux aller faire un site, sur, la génération de leads, pour des radiateurs, Hmm. franchement, je vois pas dans quel monde il va tomber sur ton site, comment il pourra être au courant, à part si tu en parles à des collègues et que ça remonte jusqu'à ses oreilles, mais peu de chances que ça arrive, quoi. Ouais, pas grand-chose d'autre à rajouter. En fait, on connaît pas le contexte à 100%, donc je te rejoins. Si en effet tu vas un peu concurrencer ton employeur, c'est chaud. Si jamais c'est pas le cas et que c'est sur une autre thématique, ton site il le verra pas.
où il y a vraiment très peu de chances qu'ils le voient. Et si jamais tu dois aller sur la même thématique que ton employeur et que tu es un peu borné, quoi qu'il arrive, tu vas le faire, et ben trouve un moyen de le faire en étant un peu anonyme, quoi. Donc, c'est le seul truc que je peux te dire. La réalité, c'est que la plupart de mes sites, t'es dessus, tu aucun moyen de savoir que c'est mes sites en réalité. Donc ouais. Question suivante du coup, une question de Matt qui nous dit: «Cas concret, premier site et monétisation pour débutants. J'ai pour projet de construire un site répertoire qui liste par exemple les gîtes de France atypiques avec toutes leurs informations, des filtres de recherche et bien sûr avec un blog. Comment feriez-vous pour le monétiser rapidement? Et est-ce une bonne stratégie de gagner de l'autorité via visite plus les réseaux sociaux pour ensuite contacter les gîtes afin d'être visible ou mis en avant sur mon site pour une certaine somme ou abonnement? Et bonus, comment mettre ça en place, un système de commission facilement?» Moi, j'ai une idée, je sais pas si vous avez un truc? Bah, moi, je monétiserais le top 3 de chaque, ville, en fait. Ouais, c'est une solution. Vas-y, hein, balance ton idée. Il y a un site qui s'appelle Chalet de Montagne, vous pouvez aller voir et en gros, c'est un listing de gîtes, justement un peu atypiques, ou trucs, chalet de montagne, quoi. Et je crois que la monétisation est du côté des loueurs qui, pour que les gens puissent voir le numéro de téléphone et les contacter, en gros, les loueurs ont des crédits. Ils achètent des crédits et à chaque fois que leur numéro de téléphone est révélé, il y a de l'argent qui enfin, il y a un crédit qui saute, quoi. Ah, c'est pas con. C'est une façon de faire, qui Mmh. fonctionne plutôt bien, il me semble. Donc ça, c'est une façon de monétiser, mais ça demande de développer un petit peu, je pense, pour être capable de mettre ça, en forme. Et sinon, tu as ton site répertoire avec tous les gîtes atypiques, ensuite tu les classes par exemple par, région et quelqu'un après tu fais des classements, par exemple, je sais pas moi, hem gîte, de type yourte, tu vois? Ou gîte, tiny house ou gîte, cabane dans la forêt ou trucs comme ça. Et comme l'a dit Anto, ceux qui sont en haut payent pour être en haut. Donc ça peut être une solution. Cependant, pour faire ça, il faut déjà que tu aies du trafic un peu à montrer et dire que ça peut être rentable, sinon les gens vont pas payer. Donc au début, tu peux aussi prendre quelques personnes qui ont des gîtes qui te paraissent vraiment stylés, les contacter en leur disant que tu les mets en avant gratuitement, heu, peut-être faire en sorte qu'ils puissent traquer un petit peu le trafic que ça leur génère ou des infos comme ça et au bout d'un moment leur dire, bah, voilà que le site il va devenir payant. Ça, c'est vraiment les meilleurs bises, en vrai, hein. Bah, c'est des bises avec peu de concurrence en général, Bah, hein. ouais, pour moi, de toute façon, les mecs qui arrivent à mettre le physique dans le virtuel, c'est les meilleurs bises. Ouais. C'est ça, quand je viens de voir les prix de chalet truc, franchement, c'est 3 € le clic, hein. Ouais, ouais. Tu Ah ouais, ouais, c'est sûr. Mais c'est rentable, moi je connais des personnes qui sont dessus, en tant que loueurs, c'est ils sont gagnants. Ça représente la moitié de leur location de l'année. Ouais, ouais, tu imagines 3 € le Et clic, alors que c'est ouais, pas, c'est je sais pas si tu vu, c'est pas un site qui fait non plus des tonnes de trafic. Il est bien positionné dans ce domaine c'est des chalets de 65 montagne. 000, visiteurs mois, ouais. Ah, c'est dingue. Ouais, par Hem, contre, c'est un peu chiadé à mettre en place, quoi. Là, faut être, ouais, faut être déter, ouais. mais et puis tu parlé Franck de genre, Booking, ce genre de truc? Non, mais c'est vrai que c'est une solution. Vas-y, Parce que prends exemple. l'autre solution du coup, maths, si tu la solution la plus «simple» entre guillemets, là tu parles de gîtes, donc à voir si c'est des gîtes qui sont présents sur des plateformes comme Booking. Mais je sais que tu as entre autres Booking qui permet de faire de l'affiliation. Donc tu peux aussi répertorier des gîtes qui sont présents uniquement sur Booking, et monétiser ton site en faisant des listings, enfin en faisant ce que tu as prévu de faire, mais en monétisant avec de l'affiliation Booking par exemple. C'est une possibilité et je rajouterais, même si c'est un peu hors de ta question, que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, de ce côté-là avec Booking si tu fais un petit peu de media buy, donc d'achat de keywords sur Google, notamment. OK. Voilà. Question suivante, j'aime bien la question d'ailleurs. Question de Sébastien qui dit: «Vous avez 100 balles. Jusqu'à où vous pensez pouvoir les faire fructifier avec le business de votre choix en 365 jours?» Je pense qu'il faut partir du principe que vous avez toute la journée pour bosser aussi. Donc en gros, vous avez au moins 8 heures de taf par jour. 100 €? Ouais.
Bah, sur un an, je dis 30 000. OK. Tu as 100 Tu € de transformes départ. 100 balles en 30 000? Bah Bah oui, ouais, bon, Anto, mais on sait ce qu'il largement. ferait en plus. Enfin, je sais très bien ce que tu ferais, mais Ouais, ouais. C'est juste que je 12, 24, En ouais, vrai, ça OK. va vite parce que genre si tu peux enclencher le media buy et tout derrière, en soi, tu peux aller hyper loin. Si du mo Faut pas te foirer sur ton start de projet au début, en fait. Le plus dur, c'est de faire le 1000, 10 1000, 1000, enfin le 100 à 1000, je dirais. ouais. Et après, tu réinvestis en boucle. Ouais, c'est ça. Et après, ça te ferait un business qui tourne à combien de MRR à peu près? 2 000 balles par mois? Ouais. OK. Par contre, si tu te niques au début, tu es baisé, quoi, par contre. Moi, je dirais, entre, allez, entre 70 et 100 K. Ah ouais. Ouais. OK. Mais par contre, ça, moi, je ferais pas de l'édition, hein. Je ferais c'est exactement ce que j'ai fait avec mon business d'infoproduits, sur l'IA et c'est globalement ce qui s'est passé, hein. Je pars de rien, le seul truc que je paye, c'est un abonnement Podia, donc on va dire que c'est les 100 balles de dépenses. Tu fais du contenu sur YouTube, tu fais des infoproduits, tu les vends, tu fais 100 K en un an et c'est de la marge brute, hein. C'est pas enfin, Ouais, c'est j'avoue, des ouais. Après, tu envoies du Facebook Ads à mort, upsell, puis voilà. parce qu'il a dit, avec le business de votre choix, donc Ouais. Ouais, ouais. Oh, voilà. c'est OK, en effet. Moi, je sais pas honnêtement. Je sais pas ce que je ferais, en fait. Mais en effet, si j'avais vraiment besoin de sous, je pense qu'avec les 100 balles, Mmh. je prendrais un abonnement Calendly et je ferais des calls toute la journée de consulting, des trucs comme ça, par Ah exemple. ouais, il y a ça aussi, c'est vrai. Et Ouais, mais alors, ouais, OK. mais il y a Mais du moyen coup de du coup, c'est tu restes, je franc, avec ton expérience et tout, quoi? C'est vrai qu'il a pas précisé, mais bah, c'est vous, qu'est-ce que vous feriez, ah ouais. donc ouais, moi je Mmh. ferais ça, je pense, et après, sans doute un faux produit aussi, on le sait, c'est ce qui permettrait de scale le plus fort, hein. Mmh. Mais par contre, tout ça demande du temps, hein. Donc Ah oui, c'est oui, pour ça ouh que je suis là, parti. c'est pas gratuit, hein, du tout, en termes Ouais. de travail, là, par exemple, dans mon cas, ça voudrait dire créer du contenu et je peux vous dire qu'il faut charbonner pour avoir assez de visibilité quand vous pouvez pas l'acheter, justement, votre contenu pour, enfin, ça tombe pas du ciel, donc Mais tu Ouais, vois, ça taffe à plein temps, quoi. ouais, ouais, c'est ouais. ça, c'est taf à plein temps. Mmh. Mais par exemple, création de contenu, CapCut pour, faire tes vidéos gratos, bah, ton cerveau pour faire, tes textes et tout ça, tu même pas besoin d'un ChatGPT ou, la version Mmh. gratos de ChatGPT est largement Ton suffisante. téléphone pour te filmer, Adobe Hands pour améliorer le son de ton téléphone pourri, enfin, Canva pour faire des miniatures gratos. Franchement, tu as fait le tour, hein. et Pas c'est un besoin de tout beaucoup droit, hein. plus, hein. C'est juste, typiquement, mais dans ceux qui nous écoutent, il y en a qui vont trouver ça aberrant notre réponse, mais quelqu'un qui est ultra déter et qui a pas d'argent peut faire des sous sur internet, Mmh. Et typiquement avec puis ce la ce genre de question truc. nous est posée à nous, les Ouais, pas ouais. enfin si je pense un débutant évidemment que la réponse est différente, mais en l'occurrence, c'est pareil, je suis persuadé que là demain, on se je sais pas pourquoi, mais on lance le challenge en auto ou en pure édition par exemple et même sur des trucs que tu connais pas, mais sur des thématiques un peu qui sont bankable, tu pas le droit de dépenser d'argent à part les 100 balles de ton nom de domaine plus hébergement à l'année. Et après, plein but, tu attaques une thématique, je pense qu'à la fin, la réalité, c'est que à la fin de l'année, il y a des chances que ton site, il Ouais, fasse ouais, c'est vraiment du sûr. blé. Mmh. Donc mais encore une fois, c'est parce que tu connais bien tout ça et que tu as l'expérience, quoi. Je pense qu'avec de l'affiliation pure et pas que édition de site du coup, en rajoutant YouTube par exemple pour l'affiliation et réseaux sociaux, je pense qu'en 365 jours, tu as un business qui tourne à au moins 1 500 € par mois, au Ah minimum, ouais, hein. c'est sûr. Vraiment, Toi, on vit large. et tu vis large. Mais ça va demander du taf, hein. Ça va vraiment demander du taf, de l'implication, de la régularité, accepter que peut-être pendant les 6 premiers mois, ça va pas rapporter de sous, Mmh. et qu'après ça va Mais scale, même ne assez serait-ce que rapidement. sur 365 jours, tu écris un article le matin et l'après-midi, tu fais une vidéo YouTube, par exemple, à la fin Ouais, de l'année, tu as 400 articles, 400, vidéos. ouais, Mmh. ouais, ouais, Donc si clairement. tu fais pas de traf avec ça, problème, hein. Ouais, clairement. Hem, alors, peut-être ça sera plus pour toi ça, Anto. Une question de Wick qui nous dit: «Avez-vous tenté du YouTube en Black Hat, en affiliation et en monétisation?» Bah, d'ailleurs il dit: «Je sais que Anto en avait parlé, mais j'aimerais plus de détails».
Ouais, j'en ai fait un petit peu, mais Pirot en parle beaucoup. C'est tout ce qui s'est fait avec Eleven Labs, le DeepL, enfin de faire de l'avis sur des produits, sur des services en multilangue et de spam quoi, en boucle. Ouais. C'est aussi bête que ça, Et en ça, soi. pareil, tu as fait, un de nos lives, de la Wizard Ouais. Academy, mais live, privé quoi, pour, les membres de la Wizard Academy où tu as montré carrément la chaîne, Ouais, il avait avec fait toutes les 300 langues. € je crois par mois, le produit en un mois. Enfin 300 mois un, 300 mois 2. Je crois que ça avait fait 1 500 en tout quoi, Ouais, un truc comme ça. c'est ça et Pour, c'était 30 minutes, 1 heure de travail, allez. pas dégueu. Un bon ratio. Arthur, tu en as fait ou pas? Il me semble que tu avais essayé, non? Ou je me rappelle plus si tu avais essayé ou pas. Non, 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 j'ai Au final, jamais, c'est un peu ce que tu fais sur ta deuxième chaîne, mais tu ouais, pourrais te voilà. DeepL en multilangue, quoi. Ouais, ouais, clairement. Heu, c'est ça. C'est juste que moi, je fais pas de jamais fait d'Eleven Labs, de trucs comme ça. Et tu sais si il y a des t'as déjà des chaînes qui ont sauté? Enfin, il y a quand même des restrictions de la part de YouTube. Est-ce que YouTube, il s'en branle et juste il Sans va branle. Si bon, tu veux pas prendre de risque, tu pourrais même faire une chaîne par langue, comme ça tu splits. mmh, Ouais et Mais d'ailleurs, il me semble, je m'avance un peu, mais il me semble que les vieilles chaînes YouTube, ça fonctionne un peu comme des noms de domaine expirés. Si tu arrives à choper des ouais, ça vieilles rentre chaînes direct. YouTube avec du traf et tout, tu peux envoyer tout et Moi, n'importe quoi c'était dessus. un peu c'est pour ça que c'est mon test était un peu «fake» entre guillemets, c'est que j'ai renommé une ancienne chaîne YouTube. Donc c'est vrai elle est Mais partie sujet forcément plus complètement vite. différent. Ça Sujet n'avait complètement rien à différent, voir. Ouais, OK. ouais. Ouais. Mais c'est vrai que j'avais renommé. Elle était pas vierge, quoi. mmh. Ouais. Et ça peut être intéressant peut-être d'acheter des vieilles chaînes YouTube, ça doit être Mmh. faisable ça. Oui, oui, il y en a plein. Ah oui, il y en a Et plein. ouais. Mais en vrai, c'est vrai on n'a pas exploré parce que je pense que enfin, si, en toi, tu as exploré. Moi, c'est le genre de truc, je pense que je suis un peu trop vieux pour ces conneries. Enfin, tu vois, le fait de faire des trucs Black Hat qui sont court-termistes où ta chaîne peut potentiellement sauter enfin, disons que ça me stimule moins aujourd'hui que ça pouvait me stimuler quand j'étais un peu plus jeune. Après, si tu avais besoin de sous, Mais tu le ferais. Parce que clairement, ça rapporte, hein. Enfin, clairement, il y a des sous à prendre, en faisant ça. ouais. Hem, question suivante de Evan le rat. Hello la team, vous parlez jamais de Discover, mais apparemment il y a moyen de gagner gros. Vous avez des Mmh. recos? Merci. Je l'ai Alors, jamais fait. on n'en parle pas parce qu'on n'en fait pas. Par contre, Ouais. on a des potes qui en font et en effet, ça peut rapporter gros. Ça peut me rapporter très, très gros. C'est Hem, vrai qu'il faudrait qu'on fasse un podcast, mais c'est axé prévu, hein. Discover, hein. Ah bon? Ah Avec oui, qui? avec Antoine. Ah oui, oui, c'est vrai. OK, cool. Donc voilà, vous allez bientôt avoir, un podcast qui sera fait avec, vraiment un expert Mmh. Discover, qui est vraiment ultra doué sur le sujet, donc qui en parlera plus en détail. Nous, vu qu'on le fait pas, on va pas s'avancer là-dessus, Mmh. mais ouais, il y a clairement moyen de faire des trucs de fou et c'est peut-être pas si compliqué que ça. Ça demande par contre de comprendre la méta Discover et en plus de ça, la méta Discover change régulièrement. Donc il y a des sites qui sautent, il y a des patchs où des sites, vont complètement disparaître, mais en fait à la mise à jour d'après, ils vont revenir alors que ceux qui tournaient en ce moment, sautent et ainsi de suite. C'est assez, voilà, c'est dans les grandes lignes, c'est ça. Mais les recommandations, si on peut donner, bah, c'est, volume d'articles, faire en sorte d'être indexé assez rapidement, même si je crois que c'est plus forcément un critère. Avoir du trafic, qui arrive, sur la page depuis, du trafic extérieur. Donc, le POP a été très connu, mais il y a aussi, par exemple, les réseaux sociaux, du trafic email, du trafic, push, enfin, il peut y avoir plein de choses. Des titres bien putaclic comme tu le verrais, au lieu de dire, comment, l'aloe vera peut, je sais pas, faire en sorte que vous ayez une plus jolie peau et ben, le titre, je dis un truc random, mais ça va être, cette plante, inconnue, qui vient de tout droit de je sais pas quel pays et qui, permet aux femmes, de rajeunir de 20 ans. Tu vois? C'est vraiment c'est le truc doit être gros comme ça, sans forcément abuser parce que c'est aussi un moyen de mais il faut trouver le juste équilibre, des images attirantes quoi et voilà, hein. C'est et pareil, il y en a qui font du Discover uniquement avec de l'IA, avec, reprise des articles des autres, réécrits et qui envoient en boucle, des trucs. Voilà, mais je pense qu'on va pas trop s'avancer dessus vu qu'on n'en fait pas et qu'on va avoir un invité qui lui, pour le coup, pourra, donner plus de détails et qui sera bien plus pertinent que nous.
Et moi, je rajouterais, on n'en fait pas et je trouve que c'est assez différent de l'édition. Enfin, moi, le boulot d'éditeur de site, de SEO qui cherche à se positionner sur des mots-clés et tout, c'est pour moi, je vois un peu le Discover comme, le format short de l'édition de site. Enfin, c'est même si c'est un peu un raccourci. Mais du coup, c'est bizarrement, c'est un truc qui, moi, m'intéresse pas du tout. En enlevant le financier parce qu'il y a clairement, comme tu l'as dit, c'est un très, très gros marché et il y a vraiment des gens qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup d'oseille. Mais c'est vraiment pas un truc qui m'attire, et qui me plairait de faire au quotidien, quoi. Je serais, voilà. Et beaucoup d'argent, c'est des milliers d'euros chaque jour, hein. C'est Ouais, pas ouais, des milliers d'euros par, mois, c'est des milliers d'euros par jour. Ce qui est encore, Et quasiment en profit en plus, t'as pas de frais. bah, franchement, ouais. Ah, il te faut un bon site de base par contre. Donc il y en a pas mal qui partent sur des mmh, Expi ou des Google News ou des trucs comme ça, mmh. bien que ça soit pas c'est un avantage, mais c'est pas un prérequis. Question suivante de Allergique au boulot qui nous dit: «Salut les gars, super podcast, continuez à nous inspirer. Si vous deviez viser 5 000 € par mois de bénéfices en travaillant le moins d'heures possible dans la semaine, quel business vous lanceriez et combien de temps de boulot par semaine pensez-vous que ça vous prendrait? Est-ce que ce serait le même business si vous visiez 2K euros?» Qui commence? Que je peux commencer si vous voulez. Vas-y. Si je devais viser 5 000 € par mois de bénéfices en travaillant moins d'une heure possible dans la semaine, Non, le moins d'heures possible, hein, le moins pas d'heures possible, pardon, parce que moins d'une heure, ça me paraît un peu compliqué. ouais. Je pense que je targeterais, l'affiliation, l'édition de site, plus chaîne YouTube et il y a de très belles choses à faire en faisant en travaillant bien, mais en s'organisant bien aussi pour, ne pas y passer sa journée, mais en montant un très joli site, un très bel écosystème, voire même une belle marque, autour d'un site de niche, monétisé via l'affiliation. Je pense que c'est, à mon sens, l'une des meilleures manières d'arriver aux 5 000 € par mois, voire plus. Mais ça va représenter du travail, mais je pense qu'à terme, tu peux avoir une espèce d'emploi du temps assez régulé et régulier qui te permettra de, je sais pas moi, peut-être en 5 heures par semaine de tenir ton site à jour, de faire tout ce qu'il faut que tu fasses sur ton site, tout en continuant de le faire croître et de faire croître un peu ton écosystème, de faire une vidéo YouTube de temps en temps, même si c'est sans ton visage ou encore avec des voix IA, des trucs comme ça. Mais moi, pour moi, ça reste aujourd'hui, l'un des meilleurs moyens. Et est-ce que les choses seraient différentes pour 2 000 €? Je pense que 2 000 €, si vraiment mon objectif c'est 2 000 €, peut-être que je partirais plus sur de la vente de liens. Et là, pour le coup, c'est Ouais, encore je moins vois. prise de tête, c'est potentiellement moins stimulant et vous le voyez, moi, je suis assez attaché, je viens de le dire avec Discover, à des trucs qui me stimulent. C'est pour ça que d'emblée, je partirais plus sur de l'affiliation pour l'objectif de 5 000 parce que c'est quand même quelque chose de conséquent et je préfère grind sur un truc comme ça que grind sur de la vente de liens ou du Discover, par exemple. Mais je pense que 2 000 € en vente de liens, en un an, en y investissant, quelques heures, par semaine, c'est largement, envisageable, quoi, très largement. Donc voilà. Anto? 2 000 €, je ferais un peu de spam et vente de liens, parce que je pense que ce serait le plus simple. Par contre, 5 000 €, en vrai, je pense que je ferais un infoproduit ou un truc comme ça, calibré pour, Facebook Ads et je tournerais en Facebook Ads. Parce que je pense que c'est vraiment le plus passif. Si tu es sur une niche evergreen, je pense que Et ça tombe vraiment bien, on a eu Valère hier qui vous pour tous ceux que ça intéresse, ouais, mais vraiment, dont je c'est le pense que business et qui est vraiment chaud. sur des petits montants comme ça, je pense que vraiment, si tu as la bonne niche et la bonne monétisation, je pense que tu as même pas besoin d'allumer l'ordinateur pendant un an, quoi, vraiment, Ouais. une fois que tu as le setup. Moi, je ferais de l'affiliation, je pense, sur des offres, assez border, via TikTok ou des trucs comme ça. Et je monterais des listes email et je bombarderais, et Ouais, dans c'est vrai les aussi. dans les 2 cas, je pense que je ferais ça. Ça serait affiliation un peu par facilité pour ne pas avoir, à gérer du service client ou des choses Du comme ça. stock, ouais, ouais. Du stock, qu'importe, en gros, je m'enlèverais des heures comme ça, ce qui me permettrait d'être uniquement productif, sur de la création de contenu. Et je pense, ouais, TikTok en tout cas pour lancer et après en fonction de mon temps,
je scalerai de l'affiliation sur des reels et potentiellement après, pourquoi pas, le site qui va avec et la chaîne YouTube qui va avec. Et par contre, clairement, pour des chiffres comme ça, j'irai faire des offres un peu border, hein, des offres, très agressives. Donc voilà. Hem, une question de Pierre qui nous dit: «Y a-t-il de l'argent sur les niches do it yourself?» Heu, J'ai un peu du mal à le voir moi. Mais après oui, parce qu'il y a le podcast avec, Benjamin qui le prouve, hein, c'est du do it yourself, le tricot, ah oui, c'est vrai. et ça peut rapporter, enfin il a passé Il le y avait, million heu, avec donc il y avait des voilà. mecs qui faisaient beaucoup de blogs et des ventes de formations sur les, meubles IKEA là, tu sais, qui les meubles IKEA hack là. Les customs un peu, Ouais, ouais. ouais, ouais, il y a plein de trucs là-dessus. Après est-ce que ça rapporte vraiment, tu penses? Je pense que c'est comme tout, si tu t'y mets à fond, tu peux en vivre. C'est toujours la même chose sur internet, faire, 2 000 € sur toutes les niches, tu peux les faire. C'est après qui va ça va être compliqué. Ouais, OK. Moi, honnêtement, par contre, c'est pas le genre de niche sur lequel j'irais. Mais Non, parce j'irai pas, que ouais, mais ça si m'attire vraiment tu es pas, déter, parce que je pense que tu as vite un plafond de verre. mmh. Malheureusement, je pense que les gens qui cherchent du do it yourself, c'est des gens qui sont un peu des rats. Ce que je critique pas, tu vois? Nous-mêmes, on peut faire du do it yourself, mais du coup, si je cherche, par exemple, en do it yourself, comment, faire, des décorations, bah, si j'ai pas envie de payer un truc qui va m'apprendre à le faire, quoi. Vu que je suis déjà dans ce process de le faire en do it yourself. Donc je pense qu'il y a pas grand chose, je pense qu'il y a de l'argent à faire comme tu dis en taux, mais c'est pas non plus, mirobolant, ou alors faut vraiment avoir un biz, archi solide. Question suivante, à part si Arthur tu voulais rajouter un truc? Non, non. Mohamed qui nous demande: «Quelles sont vos recommandations pour se lancer sur YouTube? J'ai une chaîne portant mon propre nom et prénom ayant 24 abonnés. La thématique c'est WordPress». Alors, quelles recommandations pour se lancer sur YouTube? Bon, le fait que tu aies une chaîne qui porte ton propre nom et prénom, il y a pas de souci, ça, c'est très bien. Ta thématique, c'est WordPress. Bah, je pense qu'il y a plein de choses à faire sur WordPress. Déjà, ce qui marche beaucoup, sur YouTube et c'est tout ce qu'on va appeler tu as 2 types de vidéos sur YouTube. Tu as des vidéos, qui vont avoir une traction algorithmique, où là, tu vas directement essayer d'aller trigger l'algorithme de YouTube pour qu'il t'envoie des vues, de manière régulière et ces vues peuvent vraiment, durer dans le temps, si ta vidéo est de qualité. Et tu as également, de la même manière que donc je sais pas quel est ton background, Mohamed, mais de la même manière que le SEO traditionnel sur Google, tu as le même type d'algorithme sur YouTube et donc tu peux également, en plus de l'attraction algorithmique, mais ça sera pas la même chose, te positionner en SEO sur YouTube. Donc moi, ce que je t'invite à faire, quand tu débutes une chaîne YouTube, c'est d'avoir 2 types de contenus. Des contenus qui vont avoir vocation à trigger l'algorithme et donc à te distribuer des vues de manière algorithmique et des contenus qui, eux, vont avoir vocation, à se positionner sur le long terme. Exemple de contenus qui peuvent se positionner sur le long terme: débuter WordPress, le guide pour débutants de A à Z. Tout ce qui est guide débutant sur un sujet spécifique, c'est très bien et je pense, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, mais à mon avis, si je tape ça sur YouTube, moi, ce que je t'invite à faire aussi, Mohamed, c'est d'aller voir le type de contenu que font tes concurrents. Et si tu te rends compte, par exemple, que sur guide débutant WordPress, la vidéo, la durée moyenne, c'est 1h30, tu ne rankeras jamais avec une vidéo de 20 minutes. Ça, c'est exactement la même chose que sur Google, ou si tu vois que la moyenne du top 10, ils ont des articles de 4000 mots, tu ne rankeras jamais avec 300 mots. C'est exactement pareil, sur YouTube. Donc moi, c'est ce que je t'invite à faire, à essayer de planifier ton contenu, en ayant d'ailleurs cette vision un petit peu de qu'est-ce qui va ranker sur le long terme. Et typiquement, si tu as une vidéo qui fonctionne, et où tu transmets de la valeur, sur le sujet de débuter WordPress et après tu peux faire des vidéos très ciblées sur, tu vois, tu vas aller voir, tu peux notamment, je sais qu'on a Alex qui nous regarde, qui a, WP Marmite. Tu peux avec certains outils comme SEMrush, si tu es encore une fois, si tu as un background SEO, aller analyser quelles sont les pages du site de WP Marmite qui génèrent le plus d'intérêt, le plus de trafic. Il se trouve que WP Marmite, c'est un site d'autorité sur la thématique de WordPress et tu vas identifier là où sont les points chauds d'intérêt et assez rapidement proposer un contenu de qualité sur le sujet sur YouTube pour récupérer une petite part de marché
et récupérer des gens qui vont se dire: «Bah, ce Mohamed, il est sympa, il fait du contenu de qualité, je m'abonne à sa chaîne» et tu pourras de cette manière-là très rapidement, grossir et pour aller un peu plus loin sur la partie, contenu organique, contenu, pardon, pas organique, mais, contenu vraiment algorithmique. Moi, ce que je t'invite à faire là pour le coup, c'est d'aller voir tu tapes en anglais, donc si tu parles pas anglais, tu mets un petit coup de Google Traduction et tu vas essayer d'identifier les chaînes, qui parlent de WordPress sur le marché anglophone, sur le marché hispanophone, sur le marché russe même et tu vas essayer et tu peux utiliser un petit tool, qui s'appelle One of Ten, donc 1 of 10, encore une fois si jamais tu es pas du tout, anglophone. Et tu as une petite application, comme ça que tu vas mettre sur ton navigateur. Donc, moi, par exemple, j'utilise, Brave, un équivalent de Chrome, et quand je vais sur une chaîne YouTube, j'ai directement les vidéos qui surperforment sur une chaîne YouTube. Et donc tu vas faire une sélection de chaînes et tu regardes toutes leurs vidéos qui surperforment et c'est simple, toutes les vidéos qui surperforment, il faut que tu les fasses. Et ça veut pas dire que tu dois te retaper, que tu dois, complètement copier ce qui est fait, mais par contre, tu peux t'inspirer de la miniature, t'inspirer de leur titre et te dire: «Il faut que je couvre ce sujet» et j'imagine Mohamed que si tu lances une chaîne, YouTube sur WordPress, c'est que tu connais bien le sujet de WordPress, donc ça devrait pas être compliqué pour toi d'adapter et de remettre la thématique de la vidéo à ta sauce. Et dernier point d'arrêter de te répondre, c'est n'oublie jamais une chose, c'est que sur YouTube, les gens attendent une seule chose une fois qu'ils ont cliqué sur la vidéo, c'est une bonne raison de se casser de ta vidéo. Ça, c'est la première chose. Donc fais en sorte de délivrer de la qualité et d'être concis et d'aller droit au but. La deuxième chose, c'est que les gens n'en ont rien à foutre de toi, et ça, c'est un peu compliqué quand on est un jeune créateur parce que, moi, j'en vois qui se mettent en énorme avec leur tête, qui me font des gros zooms sur eux en mode, c'est Squeezie et tout. Mais les gens qui surtout sur une thématique, en termes d'éducation, les gens s'en foutent, de qui tu es, ce que tu fais. C'est une relation que tu vas pouvoir créer potentiellement avec un noyau d'audience, mais au bout de quelques mois, quelques années. Au départ, les gens, ils veulent la valeur que tu délivres. Si tu la délivres bien, ils vont te suivre parce que tu leur fais gagner du temps, parce que tu leur apportes quelque chose. Et en fait, ne perds pas ton temps à tergiverser. Je vais dire ça comme ça. Et donc, va droit au but, délivre de la valeur, évite de faire des intros qui durent 3 plombes, respecte en fait les règles de base de YouTube. Sur une vidéo qui fonctionne, tu verras que les choses sont structurées. Fais également des sommaires de tes vidéos. C'est, je pense, de plus en plus important. Et puis, voilà, c'est déjà un bon petit tour de ce qui pourra te permettre de performer sur la plateforme. Et je rajouterais un truc, à cette réponse, ultra complète. Tu regardes dans nos podcasts, on a une vidéo, enfin là, un podcast qui s'appelle «Le guide ultime de l'affiliation sur YouTube en 2024», qui est applicable pour YouTube en général, en fait, pas que pour, l'affiliation. Si tu l'as pas écouté, tu peux aller l'écouter. Il dure 1 h 35. Tu as une recette de A à Z de comment se lancer sur YouTube. Merci pour cette question. On passe à la suivante qui est la question de Lady Death qui nous dit: «Hello les mousquetaires, est-ce que vous avez déjà revendu des sites monétisés? Si oui, quel type de business model et thématique et pourquoi?» Alors non, mais tu m'as donné, parce que j'avais vu passer ta question, Lady Death, c'est ce que je disais aux gars avant le podcast. Là, du coup, je vais essayer de vendre un site. Donc je pourrais t'en dire un petit peu plus, quand ça sera fait. Et je le vends parce que c'est un site de vente de liens que j'ai envie de me refocus, même si, ça fait longtemps que je le dis, c'est un site dont je m'occupe mal, en fait et qui, par miracle, avait pris un espèce de filtre et là est complètement sorti. Donc je me dis: «C'est peut-être le moment justement de le vendre pendant qu'il est à peu près en forme et qu'il fait des clics» et donc voilà. C'est pour cette raison que je vais le faire, mais je l'ai jamais fait pour le moment. On n'a pas vendu de site, on a voulu vendre des très gros sites, bah, à la fin de notre période à Malte. Sauf que c'était des sites qui avaient des valeurs à plusieurs centaines de milliers d'euros et on n'a jamais réussi à trouver un acheteur. On avait pas mal de gens juste qui venaient vers nous et qui voulaient, gratter de l'info sur la niche, heu, pour pouvoir, lancer, eux-mêmes. C'est des enfin et du coup, ça a été le cas pour plusieurs sites et on n'a jamais réussi à revendre. En plus de ça, à l'époque, c'était mal démocratisé, on va dire, la revente de sites. Il y avait malheureusement pas encore, Dotmarket ou en tout cas, il y avait pas Dotmarket comme on le connaît aujourd'hui.
Et à quelques années près, on aurait pu, sortir avec un très, très gros billet et à la place, on a juste laissé crever le site et on a profité de l'affiliation qui a duré pendant, heu, longtemps, quand même en passif, mais qui faisait que de tomber petit à petit parce que les sites étaient à l'abandon. Et donc c'est vraiment dommage. Et du coup, la suite de ta question, c'est: et selon vous, quelles peuvent être vraiment les raisons des personnes qui revendent leur site? Peut-on les croire? Car nombreuses sont celles qui disent revendre car plus le temps de s'occuper de leur site. Est-ce que ça ne cache pas qu'elles veuillent tout simplement revendre une merde ou un site avec un problème en particulier? Je pense qu'il y a de tout. C'est pour répondre à ça, tu as les cas comme nous qui juste, l'entreprise ferme donc en fait, bah, on a besoin de vendre les sites pour encaisser un gros billet d'un coup. Tu as les cas comme Arthur qui en ont marre de leur site, tu vois? Moi, pareil, il y a plein de périodes où j'ai hésité à vendre certains de mes sites et en fait, je le fais pas parce que quand je fais mon calcul, je me dis: «S'il survit encore, par exemple, 1 an et demi, c'est le prix à peu près que j'aurais pu en tirer», par exemple. S'il survit encore 1 an et demi, même à la baisse et ben, ce qui va continuer à me faire encaisser en passif, sera plus rentable. Il y a plein de cas, par contre, où je pense que, imaginons, tu lances un projet, tu sens qu'à un moment, tu es vraiment au top de son potentiel. Tu sens que toi, tu as une petite baisse de motivation sur le projet. Ça peut être un super bon move de le vendre quand il est au top. Les valorisations seront énormes et ça te permet de sortir avec un très beau billet et et de pouvoir réinvestir dans un projet qui, par exemple, te plairait un peu plus. Et tu as aussi pas mal de vendeurs qui ont des sites qui sont en train de crever, qui les regardent crever et qui essayent de le revendre, un peu au 1er pigeon qui va arriver, qui va se dire que c'est une bonne opportunité. En se disant, «Je vais pouvoir, le sortir du truc». Ce qui peut arriver si tu bosses très bien, mais tu peux aussi prendre un peu des risques là-dedans. Donc malheureusement, je pense qu'il y a un peu, de tout en cas. Je sais pas si vous êtes, Ouais, je suis assez d'accord. Moi, je connaissais des gens qui en vendaient en boucle et c'était juste poussé par des réseaux de PBN. Une fois que c'était vendu, ils coupaient les liens, ils relançaient et en bah, boucle comme ça, c'est ça. vraiment des connards pour le coup. Voilà. Mais ça existe, hein. Ouais, mais bon, Des ça, c'est Après, c'était vraiment, des petits montants, tu vois? Mais c'est ça, des c'est sites à du pour genre moi, ça, c'est du scam, tu vois, par exemple. ah oui, c'est sûr. Mais ils vendaient ça 1 000, 1 500 et c'était tous sur les mêmes réseaux et dès que c'était vendu, bah, ils coupaient les liens, puis voilà. Ouais, C'est border ça. Mmh. Et quelle est la formule? On a répondu à ça? Non et du coup, quels sont vos conseils, en plus bien sûr de contacter d'autres markets ou alternatives de marketplace qui sont des intermédiaires, pour vérifier la qualité d'un site sans avoir accès à la Google Search Console? Quelles sont vos formules pour estimer les revenus d'un site en affiliation? J'en ai pas perso. En fait, ouais, c'est tu impossible. tu peux te baser sur les EPC si tu arrives à avoir ce genre de data via des plateformes, d'affiliation, par exemple, sur un affiliate, tu peux voir les programmes, le PC qu'ils ont. Tu pourrais prendre le site du concurrent, te dire qu'il y a à peu près, allez, tu vas vraiment miser le plus bas possible, 1 des gens qui convertissent. Tu prends le volume de la page, mais bon, c'est pas toujours juste, mais on va dire qu'on va se baser sur le volume, SEMrush et tu dis 1 de conversion, enfin ou 1 de taux de clic, voilà et après tu fais avec le PC et tout. Et franchement, tu vas arriver sur des trucs, malheureusement, assez faux et à part en contactant les sites, et en leur demandant, les Google Analytics ou au moins la Search Console, leur vrai chiffre d'affaires généré, et si possible des screenshots des plateformes, voire de voir les plateformes en direct, c'est même encore mieux. Tu vois? Je vois pas d'autre solution pour avoir un truc qui est correct, en résultat. Tout le reste, ça sera de la spéculation et en fait, tu peux te dire que le site, il fait 10 000 balles par mois, alors qu'en vrai, il en fait 1000. Ou à l'inverse, il y en a où tu vas dire: «Ah ouais, celui-là, il a pas l'air de faire beaucoup de trafic, je pense qu'il fait, à peine 1 000 balles par mois» et puis en fait, derrière, c'est des affiliations qui convertissent extrêmement bien et en fait, il en fait, 8 ou 10 quoi. Je sais pas si vous vouliez rajouter un truc? Non. OK. Non. Ensuite, question de Mathieu qui nous dit: «Comment choisissez-vous ou priorisez-vous les requêtes SEO que vous allez attaquer sur votre niche? Exemple, gros volume mais peu concurrentiel ou peu de volume mais personne, de positionné ou autre. Je vous ai découvert il y a 1 mois, j'ai bouffé tous vos podcasts, très qualitatifs et vraiment instructifs. Continuez comme ça. Merci beaucoup». Merci Mathieu. Gros volume mais peu concurrentiel, pas de volume
mais personne de positionné. Bah, gros volume, concurrentiel en vrai et Ah juste, ouais? il vaut mieux prendre une part du gâteau d'un gros volume concurrentiel que d'un petit volume où il y a personne et où tu es pas sûr que ça enfin avec du recul et un peu d'expérience, c'est un peu les conclusions qu'on en avait tirées sur le podcast d'ailleurs. C'est mieux vaut OK. prendre une petite part d'un gros gâteau qu'une grosse part d'un petit gâteau quoi, grosso modo. Parce que les gros gâteaux, en affiliation, c'est des gâteaux qui vraiment, valent beaucoup d'argent. On prend souvent l'exemple du dating parce que c'est sans doute l'un des plus concrets et aussi légal en France, sur le sujet. Mais, il y en a plein d'autres, le Lego aussi, la finance, enfin, il y a beaucoup de gros gâteaux sur lesquels, bien sûr, il est plus compliqué de se positionner. Ça c'est le donc moi, j'aurais plus tendance à choisir ça ou alors ce qu'on a toujours aimé faire et ce qui en général, c'est un peu le petit péché mignon de l'éditeur de site qui a de l'expérience, c'est identifier en effet des niches de marché naissantes, sur lesquelles on sent un vrai potentiel. Et l'exemple le plus concret, c'est Franck là, qui a monté le site que tu as monté au cours de l'année 2024, qui a été très très vite monétisé et bien monétisé. Et où concrètement, je sais pas si aujourd'hui tu as des concurrents, mais au début, tu en avais zéro. Ils arrivent, mais ils arrivent pas à comprendre. En fait et en plus de ça, moi j'ai les mots-clés Search Console qui sont pas les mêmes que ceux des outils, donc en fait, ils se positionnent pas sur les bons trucs. Donc voilà. Et donc, je pense que c'est comme ça que je priorise mes requêtes SEO, on va dire. Anto, tu fais quoi toi? Bah, j'aurais pas fait pareil, tu vois? Moi non Moi, plus. j'aurais pris Bah, moi, je j'aurais mais pris je pense un qu'on a gros tous une réponse différente. moi, j'aurais pris une grosse thématique et après j'aurais pris que des petits mots-clés de cette thématique pour, donner de la puissance au site, quoi et dans un futur, pourquoi pas avoir les grosses requêtes et après, par contre, je fais que du transactionnel. Ah Mots-clés ouais? plus avis, mots-clés plus bah, ouais, parce qu'en vrai, c'est plus simple pour faire de l'argent. Je m'en fous de ranker sur, comment, tondre une barbe, par exemple. Ouais, mais si tu bah, Si tu veux si tu tenir, veux tenir dans la durée, tu es Bah, d'accord je me qu'avoir sers les je me mots-clés sers de toutes les petits mots-clés, de la thématique pour prendre du keyword sur la théma, par contre. ah oui, donc Mais tu je fais quand m'emmerde même de pas, l'informationnel? ouais, mais je m'emmerde pas à aller ranker de la grosse information parce que ça fait du volume de recherche, quoi. Ah oui, OK. Donc tu Voilà. fais gros volume d'informationnel, non Sur de la petite monétisable requête sur de la petite requête et pour débloquer voilà, plein de mots-clés voilà et après je fais que de la transactionnelle. avec du lien interne qui renvoie vers tes Ouais, c'est transactionnels. ça. OK. mmh, Et ben, du coup, je me rapprocherai de ce que fait Anto. En fait, moi, ma réponse, ça allait être, je fais tout. C'est-à-dire que sur le site, je fais toutes les pages. En gros, je fais en sorte de débloquer tous les mots-clés. Donc, c'est-à-dire ultra concurrentiel ou même des trucs qui font sur les outils, se marquer entre 0 et 10 de recherche par mois, je les fais. En faisant en sorte de pas me cannibaliser, mais heu, ne pas trop se tu y casser la accordes tête avec vraiment ça. beaucoup d'importance, toi, à la Pas cannibalisation? trop, non, en vrai, pas des masses. Je fais juste en sorte de pas avoir 2 pages qui sont vraiment ultra similaires, mais Mais par exemple, tiens, on repart sur le thématique du dating, tu vois? Par exemple, tu fais un avis, Jackie Michel, le truc le plus connu et après, est-ce que tu vas faire des sous-pages, par exemple, comment se désabonner de Jackie Michel? Comment s'inscrire ouais, sur Jackie ouais, ouais, Michel? ouais. OK Ouais, vraiment tout, et tout, est-ce tout, que tu tout. mets ces informations-là dans la page principale? Et ben, oui aussi. OK, En fait, d'accord. ça me fait ma structure en plus ça je le fais, typiquement ce que tu viens de dire, je le fais pour une thématique. J'ai mon affiliation de base et ensuite, en dessous, il y a toutes les pages, comment, contacter le support client, comment Ouais, se ouais, OK, désabonner, d'accord. comment faire tel truc et ainsi de suite, tu vois? J'ai toujours hésité à le faire, tu vois? Je me Bah, disais: «Est-ce que en ça vaut le fait coup et tout?» et ben, pour, connaître mes chiffres sur la Search Console, ça fait pas beaucoup de trafic, mais ça en fait. Mmh. Et je suis positionné dans le top 10 et j'ai débloqué ces mots-clés-là et après ça me fait du lien interne vers ma page principale. Ouais, OK. Donc en fait, c'est un espèce de truc qui fonctionne, tout ensemble. Et Vraiment tu dans l'idée mailles du coup depuis ta page principale, tu mailles vers tes petites pages aussi? ouais, oui. Ce qui peut être C'est contre-intuitif ça pour descend et certains ça qui diraient: remonte. «Oui, mais il faut faire remonter». En fait, toi, tu mailles dans tous les sens, quoi. Oui, moi c'est maillé dans tous les sens, ça fait Par contre, des toutes tes petites pages vont faire un lien vers ta grosse. alors toutes mes petites pages vont faire un lien vers la grosse, toutes les petites pages vont aussi, si ça a un intérêt dans le texte, faire des liens entre elles, si ça a un intérêt. Par exemple, je reprends le cas du service client et de la page, des abonnés et ben, je vais dire, par exemple, si vous galérez
à vous désabonner tout seul, vous pouvez contacter le support client et hop, Mmh. lien interne vers, le support client, en OK. gros, les informations du support client. Donc je fais tout ça. En gros, tout est relié ensemble. Peut-être que les grands experts, du cocon sémantique, diront que c'est pas la meilleure, façon de faire. Pour moi, ça marche très bien, donc je continue comme ça et j'ai vu plein de sites qui fonctionnaient comme ça, en fait et qui marchent très bien. Donc voilà. Hem, mais dans l'idée, comment tu choisis peut-être, on peut forcer sur comment tu priorises sur les requêtes SEO. Heu, Moi, j'ai tendance actuellement à construire les petites pages en premier, puis les grosses pages, hem, assez rapidement malgré tout, mais pas en premier. Et après, je continue sur les petites pages qui ont un intérêt. En gros, ça va faire, petites pages, les grosses pages importantes à un moment, puis les petites pages, pour continuer à pousser la grosse page et surtout, être le entre guillemets Wikipédia de mon sujet et dès qu'il y a une nouveauté, hop, je la couvre super vite, dès que par exemple, là pour une de mes niches, hem, il y a les statistiques de l'année qui sont sorties et ben, mon rédacteur, je lui ai dit, «Il me faut, un récapitulatif des statistiques, qui sont trouvables dans ce document-là». Il m'a fait une belle mise en forme, les statistiques sont écrits en anglais. Moi, je les ai récupérées du coup, enfin je l'ai fait en français et comme ça, je vais avoir un article qui rank sur les statistiques. Ça va pas me rapporter d'argent, mais ça me permet de encore prouver mon autorité, sur le sujet et en plus de ça, c'est le genre de page qui obtient des liens, même parfois des liens médias ou des trucs comme ça. Donc autant en profiter. Et on a la dernière question qui est: quels sont les comptes Twitter, LinkedIn ou chaînes YouTube qui sont des bangers pour vous, que ce soit SEO ou non? T'en as, Anto? Je suis sûr Bah, qu'il ça a va faire rien, Anto. groupie, mais j'allais dire Valère, ça fait le mec un peu, il est en boucle, tu sais? Ouais. Mais Ouais, mais c'est vrai pour moi, qu'ils ont envoyé le podcast. je regarde que lui, en fait, pour être franc. OK, donc sur la partie, media buy, Mmh. OK. Alors moi déjà sur, donc ça c'était sur YouTube pour Anto, Valère. Moi sur LinkedIn et Twitter, franchement, personne. Allez sur Twitter, on va envoyer un peu de force à Benjamin des Triconautes parce que je trouve qu'il fait du bon contenu. Je trouve aussi que Asynchrone fait du bon contenu, sur Twitter, en tout cas c'est carré. Maintenant la réalité c'est que je suis franchement très peu consommateur de ces 2 plateformes. Ouais, je trouve que c'est pas forcément très intéressant. Moi je suis très, très YouTube et finalement assez, je suis un peu plus mainstream, je regarde vraiment de tout sur YouTube. Sur la partie, purement SEO, je regarde pas grand-chose pour être franc sur YouTube. C'est ton cas aussi, Franck? Ouais, pareil. Maintenant on peut envoyer un peu de force, notamment à Paul Vengeon, au podcast MVP, si vous connaissez pas, qui est le podcast, d'Antoine et Paul, sur le SEO. Pimp ton SEO, qui est un élève de la Wizards Academy, qui a lancé sa chaîne, YouTube et qui parle aussi de SEO, qui fait du bon contenu. On a évidemment Romain Pirotte qui fait du contenu depuis un moment et qui est, très, 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 focus SEO et qui envoie notamment sur toute la partie Black Hat beaucoup d'infos, très cool. Qui a aussi un podcast avec Léo Poitvin. Léo Poitvin qui a aussi une chaîne YouTube, mais vous voyez, typiquement, je sais que tous ces gens-là font du bon contenu, mais la réalité, c'est que très franchement, j'ai pas le temps, ou alors l'envie, je sais pas, mais c'est pas du contenu qui m'intéresse plus que ça, on va dire. Ou peut-être c'est une question de temps, je sais pas. On a Romain Brunel aussi, FI qui fait des trucs cool. Alors c'est beaucoup IA, bon, il y en a peut-être qu'on cite pas. Et après, moi, j'aime bien les podcasts, d'Oseille, TV. Je regarde ça dépend les podcasts, de moins en moins en réalité, mais les trucs d'Alec Henry, il y a certains podcasts qui sont assez cool. J'avoue que je suis assez consommateur et j'écoute pas mal les podcasts sans permission. Ça plaît ou ça ne plaît pas, mais perso, j'aime bien. Heu, Qu'est-ce qu'on a de plus? J'ai peut-être oublié pour les petits coups de pub aux copains francophones là. Oh, tu as Synchrone, hein?
Asynchrone, oui, sur YouTube, qui j'en ai lance parlé pour Twitter, d'ailleurs, mais ouais, ouais, et bah, là, il lance un nouveau concept un peu build-in public sur YouTube. ouais. Donc, vous pouvez aller voir, c'est sympa. Je sais pas si t'as fini, si jamais moi j'ai pris ma liste d'abonnements YouTube, là, je suis en Bah, train moi de aussi, faire le mais tour. j'ai tellement de trucs, hors Ouais, sujet que pareil, pareil. Après, il a dit SEO ou non, hein. ouais. Alors du coup, vas-y, du coup, pour le sport, Nassim Saïli, podcast Le Triard, que je trouve excellent, qui est du coup Stan Leloup de la chaîne Marketing Mania, et j'ai plus le prénom de son collègue avec qui avant il avait le podcast Digital Nomade. Enfin, c'est vraiment ces 2 potes et ils discutent business, et c'est ultra intéressant. Ensuite je descends Finari pour la finance, que je trouve très intéressant. Jackie Chou pour le SEO en mode building public, très intéressant. C'est des petites vidéos de 5-10 minutes en général, où il explique un truc qu'il est en train de faire, et voilà, et il build in public, il montre ses chiffres et tout ça, c'est assez cool. Jérémy Coleman, excellent pour toute la partie copywriting et vente et closing et trucs comme ça. Top. C'est vraiment, c'est vraiment très, très bien. Et je pense que je regarde pas grand monde de plus. Bah, du coup, tu m'as donné envie, je vais faire pareil que toi. Parce que j'avais pas compris que c'était pas que SEO, donc je vais balancer les trucs que vraiment parce que moi, pour le coup, il y en a un paquet. Bah, j'en ai déjà parlé, j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait quelqu'un sur un des derniers podcasts, il y a un mec que je trouve assez intéressant à suivre si vous êtes intéressé par le building public et regarder des gens évoluer dans le business. C'est un mec qui s'appelle Swavekicks et qui parle de sneakers et qui fait grimper sa boutique, et franchement, c'est assez intéressant. Je sais pas pourquoi, mais depuis 2 ans maintenant, je suis devenu assez zinzin avec ce qu'on appelle les dodds et les sauts de falaise. Genre, je regarde des créateurs en France, il y a Alex Benz, Wheezy Gang et une autre chaîne dont j'ai plus le nom, mais enfin, j'adore regarder ce type de contenu. J'ai grave envie de sauter de falaise du coup maintenant, mais en vrai, je pense que c'est trop tard. Un peu trop vieux, hein, pour Un ça. peu trop vieux pour ces conneries. Sur la partie copywriting, il y a une chaîne que je trouve absolument incroyable, s'appelle Ego, E-G-O. Alors pareil, je vous invite à aller voir, c'est assez tourné sur l'e-sport et les choses comme C'est ça. pour le storytelling plus que le copywriting, non? Pardon, storytelling, Ouais. pardon. Oui, en effet. Même principe storytelling, il y a The Great Review, qui est assez cool. Bon, je préfère Ego pour être franc, mais c'est assez cool. On a notre ancien associé et pote Jordan Braco qui est en train de relancer un petit peu son contenu sur sa chaîne. Donc pareil, c'est quelque chose qui peut être assez cool. Bastien, hein. Je descends Bastien, bien sûr, Bastien Bricou, qu'on a oublié de citer, qui fait du très bon contenu sur l'affiliation. Vous en On a regardez on a des le trucs, hein. on a Ah le pod putain! on a le On a podcast, le temps, hein. le podcast sans filtre média aussi, qui nous a interviewé avec Franck. Je sais plus s'ils t'ont interviewé, Anto, ou Non, peut-être qu'ils ont cherché mais que tu aucune pas répondu. Amy Story, alors ça, c'est assez rigolo, c'est une fille qui a explosé sur YouTube en pareil, c'est du storytelling sur différents sujets de société et tout. Je trouve ça pas mal. J'ai essayé de l'inviter sur le podcast, j'ai jamais eu de réponse, mais disons que ce qui est chouette, c'est que moi, ce que j'admire, c'est vraiment l'explosion sur YouTube. Elle connaît parfaitement les codes et elle a fait les choses très bien. Et elle fait d'ailleurs, je crois, du consulting sur la partie YouTube. Je descends, je descends. Oh, vas-y, j'en rajoute juste 2 là que j'ai Vas-y, vu dans ma liste et qu'en vrai j'ai beaucoup regardé. Il y a Hervé de YouTube Business pour tout ce qui est YouTube Faceless, je la trouve vraiment top, sa chaîne, très simple, ouais. simple et efficace. Et j'ai découvert une chaîne récemment d'un mec où j'apprécie vraiment ce qu'il fait. Il a pas encore des masses d'abonnés et pourtant il mériterait d'en avoir plus. Il s'appelle Baptiste Soukiassian. Heu Il parle de stratégie entrepreneuriale pour notamment sur tous les vendeurs d'infoproduits, on va dire. Donc en fait, il analyse les business de, bah, par exemple, Yomi, Denzel, Alex Hormozy, Théo Lion, Marketing Mania, donc du coup Stan Leloup. En gros, il prend toutes ces personnes et il analyse comment fonctionne leur business, et du coup, super contenu. Lui, à la base, il est, si j'ai bien compris, il fait de la création de contenu en tant que freelance, et du coup, il a une super DA.
ses miniatures sont trop stylées. Il a vraiment trouvé un peu sa patte à lui et puis ses vidéos sont bien foutues et tout. Franchement, très intéressant et enfin, ouais, il y a clairement beaucoup d'informations, à choper, qui peuvent être, très pertinentes. En tout cas, pour les gens qui veulent se lancer dans la création de contenu, il explique vraiment les grandes lignes, de ce qui fonctionne, ou non d'ailleurs. Après, on a Clément Châle qui a sorti deux vidéos incroyables. Et les prochaines, Bah, ça sera l'été ouais, prochain, si ça vous c'est ça, ouais. intéresse. C'est ça. S'il commence le Euh, 15 août, c'est mort, comme avant. on a Joanny Thévenin pour toute la partie automatisation d'ailleurs aussi. Nicolas Rocher pour Nicolas KDP. Rocher pour KDP, même si pareil, il est de moins en moins régulier, ce cher Nico, sur son YouTube. Euh, je descends, mais je pense qu'on est arrivé un petit peu au bout. Franchement, si vous regardez tout ça, vous avez Ouais, pour des bonnes le heures chômage. de vous pouvez désabonner Netflix et regarder des vidéos. Mais Ouais, en non, vrai, j'ai fait le tour, je pense. tu sais que Anto, tu te dis, on regarde pas mal de trucs, mais tous ces gens font des vidéos parfois qui font juste entre 10 et 20 minutes. Et en fait, moi, c'est par exemple trajet pour aller à la salle de sport, podcast à la salle de sport, même si en ce moment j'écoute plutôt de la musique et que ça me motive plus pour la partie sport. Heu, podcast, les fois où je vais nager par exemple, podcast ou vidéo en tout cas où juste le son est suffisant, et tout j'aime bien cuisiner donc en gros tous les moments où je cuisine Mmh. et ben, j'ai des vidéos, en fond, mais où j'écoute, enfin j'ai mes écouteurs et du coup, cuisiner c'est pas un truc qui demande, une concentration folle et du coup sans regarder l'écran, je peux quand même, choper toutes les infos que je veux. Donc ça me permet de consommer énormément de contenu, business pertinent pour moi ou alors, business mais, entre guillemets «fun», enfin je sais pas comment dire ça, mais par exemple Le Triard, c'est un très bon podcast, mais il y a aussi des moments où il parle de sujets un peu plus légers que juste le business et du coup en cuisinant par exemple, j'aime bien quoi et voilà et même si en ce moment je joue beaucoup moins, mais de temps en temps je joue sur téléphone à TFT et en fait, par contre quand je joue à un jeu, je considère qu'il enfin à part un jeu où il faut que je sois ultra concentré, mais TFT c'est un jeu au tour par tour, et je considère que je peux faire autre chose en même temps et c'est là que j'écoute aussi pas mal de podcasts, pour les fois où OK. je me fais, ma petite partie de jeu, où j'ai pas besoin d'être, ultra concentré, quoi. Voilà, je sais pas si Arthur, tu avais, dernier nom que tu voulais C'est bon. rajouter? Non, non, j'ai fait le tour. Wizards Et Podcast, bien évidemment. bien sûr, abonnez-vous, laissez un commentaire. Et Exactement. voilà, bah, du coup, c'était notre dernière question. Bon, eh ben justement. Abonnez-vous, laissez-nous un commentaire, un like, les petites étoiles sur Spotify et les autres plateformes d'écoute si vous nous écoutez là-bas. On vous Attends, remercie d'ailleurs je parce juste un que... petit point. Ouais, Apparemment, vous pouvez mettre des commentaires sur Spotify, donc ceux qui veulent tester de commenter sur Spotify, eh foncez, ben, on va incroyable. découvrir ça. Stylé ça. Donc, ouais, et puis un grand merci, j'en profite pour le dire ici. Bon, même si la réalité, c'est que cet épisode sort bien plus tard, mais on a sorti un épisode hier qui démarre plutôt bien sur l'entrepreneuriat, donc il a l'air de vous plaire. La miniature, c'est vous n'êtes pas fait pour entreprendre. Et on a eu énormément de commentaires. Donc, on vous remercie pour ça. C'est vraiment super plaisant d'en avoir autant. Voilà, c'était le petit remerciement de la fin. Et on se dit à jeudi prochain pour le prochain épisode. Salut. Ciao, ciao. Salut.